Bonjour Dominique. Tu vas bien? Ben oui, on fait aller. Les signes moteurs caractéristiques de la maladie et qui sont ceux qui nous font porter le diagnostic sont le tremblement, mais qui n'est présent que chez 70% des patients, ce qui signifie que 30% des patients n'ont pas de tremblement et n'en auront pas dans le cours évolutif de leur maladie. La lenteur du mouvement et la raideur du mouvement. La raideur pouvant se manifester par des douleurs, par une attitude en flexion, par un visage un peu moins expressif, par une lenteur dans la démarche, une diminution notamment à la marche du ballon du bras. Et associé à ces symptômes moteurs que tout le monde connaît, une grande partie de la population connaît, s'associent aussi des symptômes non moteurs, dont certains peuvent précéder de plusieurs années les signes moteurs, que sont notamment la baisse de l'odorat, très fréquente, des troubles du transit, notamment la constipation, des troubles du sommeil, avec un sommeil agité, des cris, des mouvements la nuit, et des symptômes qui sont plus émotionnels et motivationnels, avec un manque de motivation, un émoussement affectif, qui est fréquent au début de maladie et qui peut parfois mimer une dépression. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres aux émotions, beaucoup plus sensibles que d'autres aux dyskinésies. Il y en a d'autres qui ne tremblent pas du tout. Il y en a qui tremblent énormément. Il y en a qui n'ont pas de difficulté à marcher. Il y en a qui sont en fauteuil. Voilà. C'est très très variable. C'est que les symptômes moteurs de la maladie sont la conséquence de la dégénérescence, c'est-à-dire de la mort neuronale prématurée d'une petite structure située à la base du cerveau qu'on appelle la substance noire. Et cette substance noire contient des neurones à dopamine. Or, dans la maladie de Parkinson, on sait qu'au fur et à mesure du temps, ces neurones à dopamine disparaissent progressivement et les symptômes moteurs apparaissent quand 70% des neurones à dopamine ont disparu. Donc, quand on fait le diagnostic aujourd'hui de la maladie de Parkinson, elle a débuté probablement des années auparavant, on pense au moins 6 à 20 ans auparavant, avant qu'on en fasse le diagnostic. Cette maladie a commencé les premiers symptômes le 1er novembre 2000 et donc on peut considérer que ça fait 15 ans maintenant, quasiment, que je suis victime de la maladie de Parkinson. Si chaque patient a sa propre maladie de Parkinson, il y a néanmoins un cours évolutif un peu reproductible entre patients avec les premières années une phase de bon contrôle des symptômes moteurs sous l'effet des traitements par voie orale. Puis au fur et à mesure du temps, la nécessité d'augmenter le nombre de prises et malgré l'augmentation du nombre de prises, l'apparition de variations de l'état moteur en journée, ce qu'on appelle les fluctuations motrices, avec des moments où le patient est bien contrôlé, des moments où au contraire la raideur, la lenteur et les tremblements se réinstallent et la survenue des mouvements anormaux qu'on appelle les dyskinésies. Alors la dyskinésie, c'est un peu les mouvements qui vont dans tous les sens et qu'on ne peut pas maîtriser. Par exemple, il m'arrivait d'aller au restaurant et le bras restait comme ça, par exemple, tandis que je mangeais. Voilà, c'est ça une dyskinésie. Celle-ci a pris de plus en plus d'ampleur pour arriver notamment il y a 2 ou 3 ans à des dyskinésies énormes, m'empêchant d'avoir des réactions normales à quelque situation que ce soit. Et notamment lorsqu'il y avait une émotion particulière, alors ça pouvait être de véritables catastrophes. Et des émotions, pour un parkinsonien, c'est quelquefois des petites choses qui, pour toi, apparaîtraient complètement insignifiantes, alors que pour nous, c'est grave. Il y a une troisième phase qui est celle de déclin moteur avec l'apparition des signes axiaux, une instabilité à la marche, un phénomène de freezing qui est ce phénomène de pied qui colle au sol, parfois de festination, de chute, et aussi d'aggravation des capacités attentionnelles, des capacités de concentration qui aussi apparaissent avec le temps. Eh bien, c'est lors de la deuxième phase, celle des fluctuations motrices et des dyskinésies, où le traitement médicamenteux a atteint ses limites, que se discute soit la chirurgie de stimulation cérébrale profonde, soit la pompe à apomorphine.
Donc là, vous avez une pompe à apomorphine qui est présentée. Donc nous avons donc la pompe, la seringue qui est reliée avec un petit cathéter avec une petite aiguille qu'on met sous la peau. On a une ceinture autour de la taille et dans cette ceinture, il y a un petit flacon d'apoquinon qui suffit pour la journée. Et puis il y a une seringue, je ne sais pas si c'est le bon terme, que l'on pique dans la cuisse ou dans le ventre et donc qui diffuse à longueur de journée l'apoquinon nécessaire à ce que les mouvements soient faciles, soient légers. La pompe à apomorphine peut être proposée dans l'attente de l'intervention chez les patients qui seront contre-indiqués à la chirurgie ou qui ne souhaitent pas se faire opérer. La stimulation cérébrale profonde mimant une stimulation dopaminergique continue électrique, la pompe à apomorphine mimant une stimulation dopaminergique continue chimique. Donc l'une et l'autre de ces techniques, leur objectif, c'est de lisser ces fluctuations auxquelles exposent les traitements par voie oraux, soit par voie électrique, soit par voie chimique. Mais la pompe, je n'en voulais pas, tout simplement parce que je ne voulais plus être embêté pour quoi que ce soit. Et l'opération avait cet avantage, c'est que normalement je devrais prendre de moins en moins de médicaments, et puis une fois qu'on est opéré, qu'on a les électrodes dans la tête, on ne les enlève plus. Donc voilà, il y avait une tranquillité et une facilité avec l'opération qu'il n'y avait pas avec la pompe. Il y a des patients pour lesquels l'ergonomie et l'aspect esthétique de la pompe est rédhibitoire et qui ne souhaitent pas avoir ce dispositif, et d'autres pour lesquels l'implantation intracérébrale d'électrodes est inenvisageable. Je vais à Nantes, je rencontre Madame Rouault et à qui je dis simplement, si vous voulez bien, Madame, regardez un petit peu comment que je suis, hein. Et puis c'est elle qui, tout naturellement, d'ailleurs, ça nous a fait rire après parce que c'était vraiment très très bien fait, quoi. Elle nous a amené tout doucement au choix de la pompe à apoquinon ou de la neurostimulation, qui est une opération quand même lourde, quoi. Jusqu'à il y a encore quelques années, on opérait des patients qui avaient parfois 12-15 ans d'évolution de la maladie. On s'est rendu compte qu'on opérait probablement trop tard. Une fois que le handicap s'était installé. Et actuellement, on opère à un stade plus précoce d'évolution de la maladie pour éviter et prévenir les complications socio-professionnelles, familiales que peut induire le handicap. Donc on a déplacé le curseur et on opère maintenant parfois après 7 à 10 ans d'évolution de la maladie, là où on opérait à 12-15 ans d'évolution de la maladie. La chirurgie est réalisable jusqu'à 70 ans, sachant qu'entre 65 et 70 ans, on est d'autant plus strict sur les critères, l'âge constituant aussi un facteur de fragilité par rapport à l'acte chirurgical. Ah d'accord, parce qu'autrement je t'aurais dit on serait allés ensemble, quoi. Et l'opération, on l'a fait quand? Voilà. Bon, je suis prêt, hein, demain, la semaine prochaine. Et c'est là donc, que Madame Rouault me dit il faut mesurer le bénéfice-risque. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que vous tirez plus de bénéfices par rapport au risque que vous allez encourir? Ou est-ce que c'est pas la peine, quoi? Et ces contre-indications sont une instabilité à la marche, avec un freezing, des chutes, qui surviennent alors même que le patient est au maximum d'efficacité de son traitement, un déclin des fonctions supérieures, des troubles de la concentration ou de l'attention trop prononcés sont des contre-indications à la chirurgie, car on peut aggraver ces aspects-là avec la chirurgie. Il faut que nous, on sache si vous êtes le bon candidat, et il faut que vous sachiez aussi si vous allez réussir à vivre cette opération dans les meilleures conditions. 5 à 10% à peu près des patients ayant une maladie de Parkinson peuvent bénéficier de cette technique et être opérés. Comme ça va? Oui, ça va. Maman? Oui, c'est 60. Peut-être, quoi.
L'intervention consiste en l'implantation d'électrodes dans la profondeur du cerveau, au sein de noyaux, de structures, métronomes du cerveau qui contrôlent le fonctionnement automatique et la motricité automatique. Si on doit considérer le noyau sous-thalamique, qui est, on va dire, la cible reine, qui est la cible reine de la chirurgie, cette cible est réservée à des patients, hommes ou femmes, qui ont une maladie de Parkinson évoluant depuis au moins 5 ans, car parfois, les premières années, le diagnostic est difficile à faire, et notamment certaines maladies, qui ne sont pas la maladie de Parkinson, mais qui peuvent la mimer, sont des contre-indications à la chirurgie, et parfois le diagnostic ne peut être fait qu'au terme de 5 ans d'évolution. La chirurgie permet de reproduire ce que fait le traitement au maximum de son efficacité, mais de façon continue. Donc elle ne permet pas de revenir comme avant la maladie. Donc ce n'est pas une solution magique. Il y a toujours une consultation, toujours une première consultation qui permet de prendre contact avec le patient, qui permet de recueillir les éléments de son histoire médicale, mais aussi de son histoire familiale, de l'évolution de sa maladie, des thérapeutiques, de l'état actuel des symptômes. Donc, par rapport à l'intervention chirurgicale, il y a 2 hospitalisations. Une première hospitalisation que l'on appelle le bilan d'opérabilité, au cours duquel sont réalisés un test moteur, une évaluation motrice qu'on appelle le test à la lévodopa. On examine le patient à jeun de tout traitement et après une dose de traitement pour voir quel est le niveau de réponse au traitement. On sait que ce niveau de réponse est l'un des meilleurs facteurs prédicteurs du bon résultat de la chirurgie et ne sont opérés que les patients qui ont une réponse supérieure à 50%. Et on ne prend plus du tout de médicaments et où on nous pousse, où on nous tire, ou etc. pour voir quelle réaction qu'on a vis-à-vis de notre équilibre. C'est évidemment fondamental. Il y a un test de mémoire qui est très long, qui, de mémoire, doit durer à peu près 2 heures et qui, où on nous pose tout un tas de questions. Vous regardez des images, il faut s'en rappeler, etc., qui paraissent des trucs de gamin, mais qui sont pas si simples. Et puis il y a l'IRM qui dure 3/4 d'heure, où on est dans le bazar qui fait un bruit énorme, là, comme si vous étiez avec un marteau-piqueur au-dessus de la tête. Bon, ça c'est assez impressionnant également. Il y a un entretien avec un psychologue, clinicien du service, avec un psychiatre, pour s'assurer aussi de l'adéquation des attentes du patient avec le résultat escomptable de la chirurgie. Elle évalue dans quelle mesure le projet chirurgical s'inscrit dans la vie du patient. S'inscrit dans la vie du patient, comment se projette-t-il avec la chirurgie? Quelle image a-t-il de la chirurgie? Comment l'intègre-t-il dans son projet de vie? Mais la vie de la psychologue est aussi fondamentale, parce qu'elle sait dans quelles conditions on va être aussi après l'opération. Or, l'après-opération est une chose qu'il faut que l'on prenne en compte avant de se faire opérer. Sinon, on peut aller à des catastrophes, quoi. Quelqu'un qui a des difficultés de vie conjugale, qui célibataire à plus forte raison, quoi, etc., qui va se retrouver dans de mauvaises conditions après l'opération, il ne faut pas qu'il se fasse opérer. Si il n'y a pas de contre-indication sur cette première hospitalisation, une deuxième hospitalisation a lieu 6 à 9 mois plus tard, où on répète l'ensemble de ces tests pour confirmer l'opérabilité et définir la cible. Les choses qui me faisaient peur, je crois que jusqu'au matin où je suis rentré sur la table d'opération, il n'y en avait pas. J'étais capable de dire, oui, je peux faire une hémorragie interne et je vais claquer. Oui, je peux faire une hémorragie interne et puis je serai complètement paralysé.
oui ceci, oui cela, ou ça ne marchera pas du tout, quoi. Je vais me faire opérer, je vais en chier pour rien. Bon. Ça, c'était les choses dont j'étais capable de parler avant, mais un peu comme si je parlais d'un autre que moi, quoi. Avant de me faire opérer, on est allé chez le notaire avec mon épouse. Alors, quand on va chez le notaire, c'est que quelque part, on a peur quand même de quelque chose, quoi. Bah, c'est une angoisse assez naturelle, c'est quand même à ton cerveau qu'on va te percer. Alors tu sais pas trop, hein, mais évidemment, moi j'avais regardé un petit peu Internet, et encore très très peu, mais je me rendais pas compte que c'était... Enfin, je me rendais bien compte que c'était pas une rigolade, quoi. Hein. On va vous mettre le casque. Hein. Et pour tout le monde, le casque, ça semble effrayant, quoi. On m'a mis le casque, ça m'a fait, mais alors ni chaud ni froid. Ouvrir ici, là, écarter pour qu'on puisse passer les bazars, c'est pas large, hein, c'est 1 millimètre, je crois. Mais tu la sens, quoi. Hein. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale. Donc le patient est vigile pendant son intervention. Il est installé sur la table d'intervention, à jeun de tout traitement, donc en état de raideur, de lenteur du mouvement, de tremblement. Le chirurgien crée un orifice de chaque côté du crâne et descend des micro-électrodes qui enregistrent l'activité neuronale et qui permettent ensuite de stimuler le cerveau et de stimuler la cible. Le neurologue intervient dans l'évaluation péropératoire de l'efficacité de la stimulation. C'est que lorsque la stimulation est mise en route, le neurologue évalue le seuil de stimulation à partir duquel les symptômes moteurs de la maladie disparaissent et évalue également les effets secondaires liés à la diffusion du courant aux structures adjacentes, et on fait le choix du trajet définitif de l'électrode en choisissant parmi les électrodes test qui sont descendues dans la profondeur du cerveau, celle qui permet de contrôler le plus rapidement les symptômes moteurs avec le moins d'effets secondaires. Or, l'évaluation et la durée de la chirurgie est longue. Elle peut durer de 5 à 6 heures. Donc le patient est installé sur une table plutôt inconfortable, avec la tête est fixée à l'intérieur d'un cadre pour éviter les mouvements du crâne. Et l'implantation de l'électrode est totalement indolore. Le patient ne ressent pas la descente de l'électrode dans la profondeur de son cerveau. Et le stress chirurgical produit et fait très probablement aussi produire de la dopamine avec un état de bien-être post-opératoire souvent immédiat. Immédiat. Donc dès la semaine qui suit la chirurgie, souvent le patient ressent déjà un confort avec un état de confort meilleur qu'au stade préopératoire. Soit le même jour, soit quelques jours plus tard, est posé sous la peau un stimulateur connecté aux électrodes intracérébrales. Ce stimulateur est situé soit au niveau de la clavicule, soit au niveau de l'abdomen. Nous avons une représentation schématique de l'électrode. Chaque électrode comporte 4 contacts où on peut modifier le voltage, c'est-à-dire l'intensité de la stimulation, la largeur d'impulsion et la fréquence des pulses. Et la sortie du patient se fait à l'ablation des fils. Il faut 10 jours de cicatrisation. Ces 10 jours permettent d'adapter le traitement et d'adapter les paramètres de stimulation. Donc on augmente progressivement les paramètres de stimulation, on diminue progressivement le traitement, lentement. Et le 10e jour, une fois que les fils sont retirés, le patient peut rentrer à domicile. Il faut qu'on parle de la maladie à ce moment-là, du passé, quoi. Parce qu'il y a 15 ans, quelque part, à oublier, ou du moins à réintégrer dans son cerveau, quoi. Et donc on en parle et on en reparle. Lui, c'est un gars qui a un cheminement, en fin de compte, il a été, dans un premier temps, c'est par des artistes qui nous ont dit d'aller le voir. D'accord. Alors, on avait fait sa connaissance, etc. Ici, de 4-5 œuvres, par exemple, d'un artiste. Comme ça, vous pouvez faire un...
On voit le patient 6 semaines après sa chirurgie. Une hospitalisation à 3 mois, où on fait ce qu'on appelle donc la cartographie, qui est une photographie de l'efficacité de la stimulation sur chacun de ces contacts. Il y a encore une hospitalisation à 6 mois de la chirurgie, puis à 1 an de la chirurgie. Donc la première année est une année qui est très médicalisée, car on sait qu'il faut souvent plusieurs mois, parfois 6 à 12 mois, pour vraiment adapter finement la neurostimulation et le traitement. Il y a des choses à améliorer dans la marche, parce qu'il y a des matins ou des soirs où je me traîne encore, quoi. Mais vraiment je me traîne. Mais voilà, c'est surtout la fatigue, c'est pas améliorable, donc ça changera pas. Et les tremblements, j'en ai quasiment pas, donc ça changera pas non plus. Mais sur la marche, j'attends beaucoup de ce réglage. Ouais. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Hier soir, par exemple, on est sorti, ça faisait des années qu'on sortait plus. Et puis là, depuis 2 ou 3 mois, on recommence à aller au théâtre, aller au cinéma, aller dans les expos, au vernissage, c'est pas mal. Hein. Maintenant, j'arrive à travailler 1 heure à 1 heure et demie dans mon jardin le matin. Avant, c'était 5 minutes, quoi. 1 heure à 1 heure et demie. Alors après, je suis fatigué. Mais voilà, mais je fais au moins ça. Je marche 1 heure à 1 heure et demie par jour. Je fais ma cuisine, etc., quoi. Hein. Je cuisine pour ma femme et moi, enfin voilà. Donc la chirurgie, elle fonctionne toute la vie, mais elle ne fonctionne que sur les symptômes que le traitement lui-même corrige. Et pour tous les autres symptômes qui apparaissent avec le temps et qui ne sont pas corrigés par le traitement, ils ne seront pas corrigés par la chirurgie. Les électrodes restent implantées toute la vie. Les électrodes intracérébrales restent implantées toute la vie. Après, au niveau des stimulateurs, la durée de vie d'un stimulateur situé sous la peau, que ce soit au niveau de la poitrine ou au niveau de l'abdomen, est en moyenne de 5 ans. Donc on anticipe en consultation, en vérifiant la capacité résiduelle de la batterie du stimulateur, on anticipe son changement avant qu'il ne s'éteigne complètement. Alors moi je dis aux gens, il faut y aller, hein. Si vous pouvez le faire, il faut le faire. Mais bon, vous n'allez pas rigoler, quoi. Mais c'est tout, hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'1 heure ou 2 à douiller pour 10 ou 15 ou 20 ans où on est mieux? Enfin, c'est dérisoire, quoi.